Salut les petits potes, on est toujours dans la même rue et cette fois-ci on va rencontrer. Le seul problème c'est que de nous on ne peut pas parler face caméra, exactement comme Manimo hier qu'on a vu, qui était une journaliste freelance qui travaillait principalement pour CNN, qui elle non plus n'a pas voulu parler face caméra, peu importe la confidentialité qu'on pouvait lui assurer par la suite en masquant sa tête et en changeant sa voix. Et c'est assez problématique parce que du coup pour les articles c'est pas un souci, on peut toujours citer des sources anonymes, bien que ça reste pas top, mais pour les vidéos par contre c'est carrément mort. Donc ça c'est un peu lourdingue. Voilà. On a allé au hasard pour faire des photos et on a trouvé l'endroit apparemment où il traverse le fleuve en petite embarcation. Ça c'est le fleuve Yangon. Et là sinon on a un bel exemple entre la modernité et pas vraiment la tradition, mais on se comprend quoi. Maintenant il faut demander combien ça coûte, ça va pas être facile, en plus ils sont pressés évidemment. Ok, sorry, j'ai pas encore débriefé notre réunion avec la représentante de l'Union Européenne, mais là les choses s'accélèrent un petit peu parce que dans 8 heures on prend l'avion, on doit quitter l'hôtel, on a encore plein de trucs à faire, mais je ne vous oublie pas, je fais le débrief ce soir. Ça Marge. Oh tu fais chier Félix. Ah bah désolé Marge. Hein. Bon sinon, de quoi on a parlé avec cette Premièrement, de réel politique et de pragmatisme international, puisque quand on lui a demandé est-ce que la communauté internationale ou l'Europe ne pouvait pas faire quelque chose pour empêcher ce drame humanitaire, il a répondu que non. Parce qu'en fait, la Chine et la Russie mettent systématiquement leur veto au Conseil de sécurité, mettraient leur veto s'ils venaient à en discuter là-bas. Et pour vous donner une ordre d'idée, ils n'arrivent déjà pas à se mettre d'accord concernant la crise des missiles nucléaires avec la Corée du Nord, parce qu'ils mettent leur veto au Conseil de sécurité. Alors, pensez bien, disait que pour les Rohingyas, c'est mort. Donc pour envoyer des casques bleus ou des casques noirs, qui sont des casques bleus armés, c'est impossible. Et puis après, quand on lui a demandé est-ce que l'Union Européenne ne peut pas faire quelque chose à son échelle, il a répondu qu'en fait, les leviers européens ne sont que financiers, qu'il y a effectivement un accord actuel entre le Myanmar et l'Union Européenne qui accorde au Myanmar des tarifs préférentiels. Le problème, c'est que comparé au marché chinois et indien, l'Europe ne pèse absolument pas dans la balance et ne représente rien du tout en termes d'investissement et de chiffre d'affaires. Et que donc, s'il menaçait le Myanmar de retirer cet accord et de se retirer du business, et ben en fait, qui s'en foutraient, parce que de toute façon, ça représente une partie infime. Et que donc leur stratégie, c'est plutôt d'essayer de faire copain, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt d'essayer de développer leur business là-bas pour un jour éventuellement égaler avec la Chine ou l'Inde, et puis un jour avoir du poids. Donc c'est un petit peu pactisé avec le diable, si on veut, pour peut-être après avoir le poids de l'oreille et de lui faire changer d'avis. C'est complètement pragmatique, mais il dit aussi que la politique de sanctions n'a jamais fonctionné et que le Myanmar a déjà été excessivement longtemps isolé et que c'est pas comme ça qu'on résoudra le problème. Et là, pour le coup, on lui donne pas tout à fait tort, mais aucune solution n'est vraiment parfaite en fait. Et last but not least, on a discuté de la position de l'ARSA, qui est donc le groupe rebelle Rohingya, qui a déclenché toutes les attaques du 25 août, qui ont mené à tout cet exode massif qu'on voit maintenant des Rohingyas au Bangladesh. Et en fait, ce qu'on a appris, et ce qu'on ne savait pas, c'est que nous, on ne savait pas trop si on devait les considérer comme des rebelles ou comme des terroristes. Parce qu'en fait, principalement, ce qu'ils attaquent, c'est des checkpoints de l'armée. Et donc, à partir du moment où on n'attaque pas des civils, et ben, a priori, on est plutôt une milice rebelle armée, mais on n'est pas des terroristes. Par contre, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'en fait, ces Rohingyas de l'ARSA gouvernent par la terreur dans l'état d'Arakan. C'est-à-dire que ils ont un réseau de communication sur WhatsApp où tous les villages sont connectés. Et quand il y a un chef Rohingya musulman qui s'oppose à leur politique, ils envoient un premier message en disant que c'est un traître.
Et le lendemain, ils en renvoient un deuxième, mais cette fois-ci avec son corps décapité. Donc en fait, le problème, c'est que même les Rohingyas qui souhaiteraient ne pas rentrer dans cette lutte armée, eh ben, n'ont pas le choix. Et donc, il y a toute une partie qui, non seulement fuit parce qu'ils ont peur des bouddhistes locaux, qu'ils ont peur de l'armée, mais aussi parce qu'ils ont peur de l'Arsa. Et le problème, c'est que, apparemment, l'Arsa aussi leur demanderait de fuir pour créer une pression énorme sur la communauté internationale et dans les médias. Et en fait, c'est pour ça que 80% des réfugiés qui arrivent dans les camps au Bangladesh sont des femmes et des enfants. C'est parce qu'on leur donne l'ordre d'évacuer leur village et tous les hommes en état de combattre sont réquisitionnés. Et s'ils ne sont pas d'accord, on les zigouillerait. C'est une version. Après, voilà, on a déjà expliqué que c'est excessivement difficile d'avoir des informations fiables dans la région parce que tout est verrouillé et chacun a ses propres intérêts et donc c'est difficile. Donc, en fait, aux dernières nouvelles, l'Arsa serait éventuellement un groupe terroriste puisqu'il régnerait par la peur dans les zones qu'il maîtrise. Et puis, c'est encore plus flippant, c'est qu'il recrute complètement au Bangladesh, là où on va aller, puisque forcément là-bas, il y a plein d'anciens réfugiés Rohingyas particulièrement mécontents auxquels ils disent « Revenez en Birmanie pour aller casser la tronche de ces bouddhistes et de ces militaires. » Du coup, le Bangladesh, ça promet d'être super rock'n'roll. On part demain à 5h du matin, on a hâte d'y aller, on a hâte de vous y emmener, et c'est fini pour aujourd'hui. Bonne nuit les petits potes. Sinon, je suis sorry si surtout les derniers snaps des 3 derniers jours, on n'arrête pas de voir ma tronche, et s'ils sont moins dynamiques que les premiers, c'est parce que je filme plus et donc c'est plus compliqué de faire des... Mais j'essaierai de vous faire des meilleures stories là-bas, promis.